Alors, chers étudiants déconfinés, bonjour. Voici la suite du chapitre sur le calcul d'intégrale double, page 14 du polycopier. Donc, nous allons maintenant travailler sur le changement de variable dans une intégrale double. Alors, un rappel sur le changement de variable dans une intégrale simple pour commencer. Donc, supposons que vous deviez calculer l'intégrale simple d'une fonction f de x sur l'intervalle AB fermé, f étant continu. On pose x égale à phi de t. Donc ça, c'est votre changement de variable. Donc il s'agit d'une fonction bijective, phi, et dérivable sur l'intervalle fermé AB. Elle est bijective, donc ça veut dire que, en fait, si vous voulez, phi, à toute valeur de t, il va correspondre un seul et unique x, et à tout x, il va correspondre un seul et unique t dans l'ensemble de départ. L'ensemble de départ ici, ça va être l'intervalle alpha-bêta, si alpha est plus petit que bêta, et à l'arrivée AB, si A est inférieur à B. Voilà, donc phi est bijectif, ça veut dire qu'à tout x, dans l'ensemble AB, il correspond à un seul et unique t dans l'ensemble alpha-bêta. Donc il s'agit bien d'un changement de variable. Et alors, elle est bijective, donc ça veut dire qu'il existe une fonction réciproque. Autrement dit, le changement de variable, je peux très bien aussi le poser t en fonction de x, c'est-à-dire t égale à phi moins 1 de x. Et donc à ce moment-là, nous avons ici AB l'intervalle de départ et alpha bêta l'intervalle d'arrivée. Et donc ici, cette fonction phi moins 1, elle inverse les variables, donc à x, elle va correspondre t qui est égal à phi moins 1 de x. Alors, que se passe-t-il lorsque on effectue un changement de variable dans une intégrale simple? Donc on pose notre changement de variable, ça je vous l'ai dit, x égale à phi de t. Ensuite, on cherche les nouvelles bornes d'intégration de la variable t. Donc ici, il s'agit de alpha et de bêta. Donc on obtient à A, il correspond alpha, et à B, il correspond bêta. Et il nous faut absolument chercher l'expression de dx. Et dx ne va pas être toujours égal à dt. Ça peut arriver dans certains cas particuliers, mais loin d'être le cas pour tous. Donc en fait, comment fait-on pour trouver dx? Eh bien, comme x est fonction de t, on dérive x par rapport à t, ça se note dx sur dt, et donc la dérivée de phi de t, c'est phi prime de t. Donc, nous obtenons ici l'expression dx en fonction de t dt. Donc avec toutes ces données, les bornes, le dx que l'on remplace par phi prime de t dt, et le x ici, que l'on remplace par phi de t, le changement de variable, eh bien nous avons ainsi effectué notre changement de variable dans les intégrales simples. Eh bien pour les intégrales doubles, ça va être quasiment la même chose. Alors peut-être un petit exemple sur les intégrales simples avant de passer aux intégrales doubles, histoire de vous tranquilliser, si je puis dire. Si on souhaite calculer l'intégrale simple de grand I qui est égale à ln de t sur t, entre les bornes 1 et e. D'accord? Alors, oui, je vais peut-être mettre x comme variable, histoire de coller bien à la définition. Allez, comme ça, vous ne serez pas trop embêtés. Sinon, voilà, on va mettre, parce que la fonction de départ, elle est en x. Mais ça revient au même, hein, mais bon, c'est juste pour que ce soit plus facile à expliquer par rapport à la définition. Donc ici, quel changement de variable allons-nous faire? Eh bien, qu'est-ce qui nous embête dans cette intégrale? C'est ln de x. Donc on pose t égale ln de x. ln de x est bijectif sur r plus étoile. Sa fonction réciproque, c'est exponentielle. Donc si on veut, on peut obtenir la fonction réciproque ici. Alors ensuite, il nous faut les bornes. Une fois qu'on a le changement de variable, il nous faut les bornes. Les bornes, donc x, quand x est égal à 1, eh bien t est égal à ln de 1, c'est-à-dire 0. Et quand x est égal à e, t est égal à ln de e, c'est-à-dire 1. Donc les nouvelles bornes, c'est 0 à 1. Et maintenant, l'expression, la relation entre dx et dt, eh bien, on part du changement de variable, donc soit t en fonction de x, soit x en fonction de t, ça revient exactement au même, on va obtenir le même résultat. Donc, par exemple, moi je vais partir de x égale exponentielle t, et comme j'ai x qui est fonction de t, je vais dériver x par rapport à t, ça se note dx sur dt, et j'obtiens la dérivée de exponentielle t, c'est-à-dire exponentielle t. Donc finalement, j'obtiens que
dx est égal à exponentielle t dt. Voilà donc les 3 points importants de mon changement de variable. Le changement de variable en lui-même, qui peut être écrit soit t en fonction de x, soit la nouvelle variable en fonction de l'ancienne, soit l'ancienne en fonction de la nouvelle, peu importe, puisque c'est censé être une fonction bijective, donc elle a une fonction réciproque. Les nouvelles bornes, ici, 0 et 1, et enfin l'expression dx en fonction de dt. Et bien une fois que j'ai obtenu ce résultat-là, c'est toutes ces expressions, je peux écrire ma nouvelle intégrale. Donc c'est l'intégrale, alors en bas j'ai 1 qui correspond à 0, en haut j'ai e qui correspond à 1. ln de x, eh bien c'est t, c'est mon changement de variable. Sur x, je peux le remplacer par exponentielle t, changement de variable réciproque, et dx que je remplace par exponentielle t dt. D'accord? Donc il faut que dans ma nouvelle intégrale, il n'y ait que la nouvelle variable. Donc les exponentielles s'en vont, je n'ai plus qu'à intégrer t entre 0 et 1, ce qui donne t carré sur 2 entre 0 et 1, c'est-à-dire 1/2. Voilà. Eh bien, pour les intégrales doubles, ça va être la même chose. C'est-à-dire, eh bien ici, vous voyez, vous avez une intégrale, imaginons, une intégrale double à calculer sur un domaine D, à 2 variables x, y. Et je veux changer de variable pour plusieurs raisons. Soit parce que le domaine D a une certaine géométrie, on verra ça par la suite, ce qui peut être simplifié par un changement de variable, ou alors tout simplement parce que les variables x, y, l'expression de f, me donne une idée de changement de variable. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il me faut le changement de variable. Donc le changement de variable, ça va être quoi? Ici, vous aviez x égale phi de t, d'accord? Donc à t, elle associe x égale à phi de t. Donc là, je vais noter u et v, uv, les nouvelles variables. Donc à uv, il va correspondre phi de uv, c'est-à-dire le couple de nouvelles variables x, y. Alors ici, x, y, il appartient à D, d'accord? Et là, il me faut le nouveau domaine. Le nouveau domaine, je vais le noter delta, d'accord? Donc ici, c'est phi. Phi est bijective, donc il existe phi moins 1, sa fonction réciproque, qui va, elle, aller de D vers delta, puisqu'elle est réciproque, donc j'inverse les écritures. Et à x, y, elle va associer uv. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, il me faut quoi? Il me faut les nouvelles bornes, c'est fait, d'accord? C'est delta, les nouvelles bornes. Voilà, donc ça correspond à A et B, si vous voulez. D'accord? Ça correspond à alpha et bêta, je voulais dire. Alpha et bêta, d'accord? D, c'est A et B. Voilà. Et il me faut bien l'expression de dx en fonction de dt quand c'était une intégrale simple. Là, je vais avoir l'expression de dx dy en fonction de du dv. Alors là, eh bien, c'est là où je vais faire appel à ce qu'on appelle le jacobien. Le jacobien, donc quand on a une intégrale double, on va avoir du coup grand I égale l'intégrale double sur le nouveau domaine delta de f de, à la place de x, je vais donc avoir x de uv, y de uv, on va l'écrire comme ça, d'accord? X de uv. Voilà, ici votre x est une expression qui dépend de u et de v, et y qui dépend de u et de v également. Et donc ici, à la place de phi' de t dt, je vais avoir le jacobien, je vais vous expliquer ce que c'est, fois donc du dv, qui correspond à dt. Le jacobien, c'est quoi? Eh bien, ça va être une matrice, ça va être le déterminant d'une matrice qui contient que les dérivées partielles d'ordre 1 du changement de variable, c'est-à-dire de x et de y en fonction de u et v. Allez, passons à la définition du jacobien. Donc là, nous nous trouvons à la page 14 du polycopier. Changement de coordonnées à 2 dimensions. Donc soit delta et d, 2 domaines fermés de R2. On appelle transformation de delta dans d toute fonction vectorielle bijective. Pourquoi on dit qu'elle est vectorielle? Parce qu'à un vecteur de delta, elle fait correspondre un vecteur, un couple de coordonnées dans d. Donc à uv, il correspond xy qui est égal à phi de uv. Donc on peut noter que x, c'est une fonction de uv, qu'on renote x par facilité, et y, c'est une fonction de uv, qu'on renote y par facilité. Donc le jacobien,
Définition du jacobien. Donc vous avez votre changement de variable. Si les fonctions numériques qui à UV associent x de UV, la coordonnée en x, et à UV, y de UV, admettent des dérivées partielles continues sur delta, ça se dit aussi que phi est de classe C1, d'accord, les dérivées partielles sont continues. On appelle jacobien de phi et on note grand D majuscule de x, y sur grand D de UV, le déterminant défini par, eh bien si vous regardez, qu'est-ce qu'il y a dans le déterminant? Il va y avoir ici les dérivées partielles de l'abscisse x par rapport aux nouvelles variables UV, ça c'est en première ligne, et ici les dérivées partielles de y, la deuxième coordonnée, hein, donc par rapport à u et v en deuxième ligne. Voilà, donc ici, après, vous savez calculer un déterminant de 2. Ce n'est pas un problème, je pense. Alors, remarque, phi étant bijective, phi moins 1 existe, hein, donc c'est un petit peu ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Hein. On peut très bien poser le changement de variable phi moins 1 qui a, cette fois-ci, xy, l'ancien couple de variables, associe le nouveau couple de variables. Donc ici, on va de D vers delta. D'accord? Et donc à ce moment-là, eh bien, on note D de UV sur D de XY, le jacobien. Mais nous aurons toujours des changements de variables dans ce sens-là. X égale, Y égale. Voilà. Allez, on y va. Ou U égale, V égale. Ouais, en fait, on aura les deux. Bon, ok, donc je continue. Alors, voilà. Donc maintenant, ici, soit f une fonction continue sur D, un domaine fermé de R2, soit phi une transformation de delta en D de classe C1, d'accord? Donc ici, x, c'est x de UV, y de UV. On obtient alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, la formule du changement de variable dans une intégrale double. Alors là, attention, les barres que vous voyez ici, ce sont des valeurs absolues. D'accord? Ce n'est pas le déterminant. Le déterminant, il est déjà compris, si je puis dire, dans le D de XY, dans la notation D de XY sur D de UV. Hein. Donc, si j'écris D de XY sur D de UV, c'est le déterminant, donc on peut noter avec des barres, de la dérivée de x par rapport à u, dérivée de x par rapport à v en première ligne, et de y en deuxième ligne. D'accord? Alors, on va étudier un exemple, je crois que c'est le plus simple. Si mon changement de variable, par exemple, c'est x égale u plus v, et y égale à u fois v. D'accord? Imaginons, je donne un exemple comme ça, hein. C'est juste pour le calcul du jacobien. Donc, quel va être le jacobien? Eh bien, je vais avoir à ce moment-là, en première ligne, la dérivée partielle de x par rapport à u. Donc, ça veut dire que v est une constante. Sa dérivée, ça fait 0. Dérivée de u par rapport à u, ça fait 1. Vous pouvez mettre sur pause hein, si vous voulez pour compléter le schéma. La dérivée de x par rapport à v, ça veut dire que u est une constante. Ça fait 0 pour u et 1 pour v. Ensuite, dérivée partielle de y par rapport à u. Ben, v, c'est une constante. C'est comme si on avait 3u. La dérivée de 3u par rapport à u, c'est 3. Donc là, ça va donner v. Et puis u pour la deuxième. Donc finalement, le déterminant, ça va donc être u moins v. Et après, dans la formule, quand on va écrire le jacobien, hein, c'est ce qu'on appelle le jacobien, c'est le déterminant de la matrice jacobienne, comme le hessien qui est le déterminant de la matrice hessienne, qu'on avait vu précédemment pour la recherche d'extréma. Et bien ici, voilà, donc là, on va obtenir la valeur absolue, quand on va remplacer dans la formule, la valeur absolue de u moins v. Voilà. Allez, premier exemple de changement de variable. C'est parti. Alors, calculer l'intégrale double de sinus y sur x dx dy, où d, c'est le domaine qui est ici dessiné, en utilisant le changement de variable u égale x et v égale à y sur x. Donc, on comprend pourquoi on nous demande le changement de variable y sur x. Alors maintenant, pourquoi fait-on ce changement de variable? Si on intègre d'abord par rapport à x, effectivement, on est un petit peu embêté parce qu'on a le 1 sur x, il faudrait u' devant. Et dans u', il faudrait moins y sur x carré. Et donc, on est loin de l'avoir. Donc, c'est pour ça qu'on nous fait faire un changement de variable. Alors, il nous faut quoi? Il nous faut trouver le nouveau domaine. Et ensuite, il nous faudra le jacobien pour pouvoir appliquer la formule. Alors, comment faire pour trouver le nouveau
domaine? Eh bien, on va décrire le domaine D. Le domaine D, c'est l'ensemble des couples XY de réels tels que. Alors ici, vous avez la droite, d'accord? On a cette droite-là qui va définir qui va déterminer notre domaine, qui va borner notre domaine, si vous voulez. Donc le X, déjà, il est compris entre 1 et 2, ça, c'est pas compliqué. Ok? Donc X, il est compris entre 1 et 2. Il ne reste plus qu'à trouver Y. Alors Y, quand X est fixé, par exemple, hein, on va faire un peu comme on faisait quand on intègre d'abord. Par rapport à Y, c'est plus facile à voir. Donc on cherche, autrement dit, l'ordonnée de ce point et l'ordonnée de ce point. Et ça va nous aider à trouver le domaine, les équations du domaine, les inéquations du domaine plus particulièrement. Donc il nous faut l'équation de cette droite. Alors cette droite, elle passe par le point de coordonnées 2, 6 et 1, 3. Donc ça donne Y égale 3x. Cette droite, elle passe par le point de coordonnées 1, 1 et 2, 2. Donc c'est Y égale x. Voilà, faites attention parce que le repère ici n'est pas orthonormé. Hein. Vous voyez que là, j'ai une graduation 1 et ici 1. Voilà, donc méfiez-vous de ce schéma. Alors, donc ici, ben, je vais écrire que Y. Et donc comprise entre, vous voyez là, j'ai Y égale x et là 3x, entre x et 3x. Voilà, alors maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir trouver le nouveau domaine delta. Je vais pouvoir le trouver grâce aux inéquations qui sont ici. Alors ça ne sera pas toujours le cas. Parfois, on pourra trouver le nouveau domaine delta graphiquement. Je vous montrerai ça par la suite. Donc ici, c'est l'ensemble des couples UV de R2 tels que. Alors x, ben x c'est U. D'accord? Donc je vais avoir U qui est compris entre 1 et 2. Alors ensuite Y. Alors Y, ben, en fait on voit ici que si je divise tout par Y, je vais avoir Y sur X, c'est-à-dire V. Si je divise tout par X, hein, je voulais dire, excusez-moi, si je divise tout par X, je vais avoir Y sur X, c'est-à-dire V. Alors est-ce que je peux diviser par X? Ben oui, il est non nul. Ok. Ensuite, quand je divise par X, le sens de l'inégalité, est-ce qu'il change? Ben non, parce que X est positif. Donc ici, je vais pouvoir écrire que Y sur X est compris entre X sur X, c'est-à-dire 1, et 3X sur X, c'est-à-dire 3. Et donc, j'obtiens les bornes de ma variable V. Donc V est compris entre 1 et 3. Voilà, donc si je veux dessiner sur le domaine, sur le plan ici, R2, si je veux dessiner mon nouveau domaine, ben ça va donner quoi? 1 à 2 en U et 1 à 3 en V. Ça vous donne un domaine rectangle. Voilà, donc c'est le produit cartésien des intervalles 1, 2, 1, 3. Donc delta égale 1, 2, croix 1, 3. Alors maintenant, je vais chercher le jacobien. Alors, le jacobien, donc il me faut quoi? Il me faut la dérivée de x par rapport à u. Bon, ça va pas être compliqué, ça. La dérivée de x par rapport à u, x est égal à u. D'accord? Donc, x est égal à u. Donc, la dérivée de x par rapport à u, c'est 1. La dérivée de x par rapport à v, c'est 0. Y, maintenant, il me faut la dérivée par rapport à u et v de y. Alors, y, bah, y c'est v fois x. D'accord? Donc, c'est v fois x. Ah ouais, mais je suis embêtée, parce que moi, je veux pas de x. Donc ça m'embête, ça. Oui, mais sauf que x, c'est u. Ah, bah alors, y, c'est v fois u. D'accord? Donc, y, c'est v fois u. Voilà, donc je vous la refais si jamais c'était pas très clair. Y égale à v fois x, et comme x est égal à u, eh bien, y égale à v fois u. Donc je dérive y par rapport à u, ça fait v, d'accord? Parce que v est une constante multiplicative. Je dérive uv par rapport à v, ça fait donc u. Et j'obtiens donc u moins 0, donc u. Voilà le jacobien. Allez, je n'ai plus qu'à appliquer
la formule. Donc la formule, j'obtiens donc grand I égale intégrale double sur le nouveau domaine delta de sinus y sur x, ben y sur x c'est v. dx dy, je le remplace par la valeur absolue du jacobien fois du dv. Et la valeur absolue du jacobien, c'est la valeur absolue de u. D'accord? U est compris entre 1 et 2. Donc u est positif. Donc valeur absolue de u, c'est égal à u, car u est positif. Eh bien, ça s'annonce bien tout ça. J'imagine que vous voyez comment on va pouvoir calculer cette intégrale. J'ai un domaine ici qui est rectangle. Et j'intègre une fonction à variable séparable. Et oui, parce que j'ai sinus v fois u. Donc, c'est une fonction à variable séparable. Donc, je vais pouvoir utiliser le cas particulier que nous avons étudié précédemment. Alors, il vous dit quoi? Eh bien, que grand I, c'est le produit des intégrales. L'intégrale en u, attention, hein, u, je vous rappelle, UV, ordre alphabétique, hein, c'est le premier intervalle. Donc, entre 1 et 2, u du, fois l'intégrale de 1 à 3 de v, non, de sinus v, dv. Voilà, donc ça donne u2 sur 2 entre 1 et 2, fois moins cosinus v entre 1 et 3. Ce qui donne, alors, 4 demi moins 1 demi, donc ça fait 3 demi. Facteur de borne du haut moins borne du bas, donc moins cos 3 plus cos 1, donc on va le mettre dans l'ordre plutôt, cos 1 moins cos 3. Voilà, vous venez de calculer votre première intégrale double par changement de variable. Donc vous voyez, il y a deux choses à faire, c'est comme pour les intégrales simples, hein. Il faut trouver le nouveau domaine, les bornes, le nouveau domaine ici d'intégration, et ensuite le jacobien qui est tout simplement le déterminant de la matrice constituée par les dérivées partielles d'ordre 1 du changement de variable. Voilà. Alors, maintenant, nous allons étudier un passage, un changement de coordonnées un peu particulier, passage en coordonnées polaires. On l'utilise lorsque le domaine d'intégration est un disque ou une portion de disque, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Et donc à ce moment-là, ça nous simplifie considérablement le calcul de l'intégrale de départ. Alors déjà, rappel sur les coordonnées polaires. Donc vous savez qu'en coordonnées cartésiennes, un point est représenté de façon unique par ces deux coordonnées x, y. D'accord? Donc ici, l'abscisse de M est unique et l'ordonnée de M est unique. Eh bien, je peux déterminer de façon unique la position de ce point M avec deux autres coordonnées, un autre type de coordonnées, ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Donc, on va appeler petit r la distance OM, donc c'est donc un nombre positif, et θ, l'angle de vecteur, alors ici je vais noter ce point grand I, donc θ, c'est la mesure de l'angle de vecteur OI, OM. Donc pour balayer tous les points du plan, θ appartient à l'intervalle 0, 2π. 2π ouvert, pourquoi ouvert en 2π? Parce que si je ferme en 2π, je vais avoir des points qui vont avoir plusieurs coordonnées. D'accord? Par exemple, le point ici, le point grand I, si je garde 2π, hein, le point grand I va avoir pour R 1, pour θ, on va avoir soit 0, soit 2π. Or, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les coordonnées doivent être uniques. D'accord? Il faut que chaque point ait un couple unique de coordonnées pour déterminer sa position. Voilà pourquoi l'intervalle est ouvert. Alors maintenant, quelle est l'expression de x et de y? Bon, j'ai déjà écrit ici, mais on peut regarder. Hein, donc ici, voilà, il s'agit d'un repère orthonormé ici, hein, je ne l'ai pas dit, mais voilà. Donc vous allez avoir x
c'est le côté adjacent de l'angle θ, d'accord? Donc cos θ, c'est donc côté adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire x sur OM, c'est-à-dire sur R. Donc x égale à R cos θ, c'est ce que j'ai écrit là-bas. Et puis, vous allez avoir donc sinus θ, côté opposé, d'accord, sur hypoténuse, c'est-à-dire y sur R. Donc, on va obtenir y égale à R sinus θ. Voilà donc notre changement de variable. Et nous allons donc pouvoir calculer le jacobien. Donc, le jacobien, c'est le déterminant de la matrice jacobienne qui est constitué par les dérivées partielles d'ordre 1 de x par rapport à R, puis par rapport à θ, de y par rapport à R, puis par rapport à θ. Alors maintenant, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour trouver le jacobien du passage en coordonnées polaires. Alors voici la solution. Quand je dérive x par rapport à R, je dérive R cos θ par rapport à R. Cos θ est donc une constante multiplicative. C'est comme si je dérivais 3R, ce qui ferait 3. Donc là, ça va donner cos θ. Quand je dérive maintenant x par rapport à θ, R c'est une constante multiplicative, donc je vais avoir R fois moins sin θ. Je fais pareil pour y, je dérive y par rapport à R, ça fait sinus θ, et j'ai oublié le R là, voilà. Et par rapport à donc θ, ça fait R cos θ. J'obtiens donc, vous vous rappelez comment on calcule un déterminant de 2, donc R cos carré θ, R cos carré θ, moins donc plus R sinus carré θ. On factorise par R, et là j'imagine que vous reconnaissez la fameuse formule trigonométrique dont je vous parle depuis la première année. Ça fait 1. Donc le jacobien d'un passage en coordonnées polaires, c'est R. Donc ça, ce résultat, vous pouvez le retenir par cœur. C'est-à-dire que dans un exercice où on effectue un passage en coordonnées polaires, vous pouvez directement remplacer dx, dy par r dr dθ sans avoir à le justifier avec le calcul que je viens de mener ici, sauf si je vous le demande dans la question. Ça pourrait être une question de cours. Voilà, donc dx, dy, dans tous nos intégrales doubles avec passage en coordonnées polaires, nous allons le remplacer par r dr dθ. Allez, c'est parti, un exemple là-dessus, et puis nous aurons vu tout ce qu'il faut sur le changement de variable dans les intégrales doubles. Voilà, donc je récapitule la formule. Donc ici, quand on fait un passage en coordonnées polaires, le domaine D, il faut trouver le nouveau domaine delta. Ensuite, on remplace x par r cos θ, y par r sinus θ, et dx, dy par la valeur absolue du jacobien, mais r c'est positif, donc c'est r, fois dr dθ. Allez, je vous laisse lire l'énoncé et résoudre l'exercice, puis après mettre sur play pour avoir la solution. Donc I égale l'intégrale double de xy, où D est un domaine, c'est le domaine délimité par le cercle de centre O et de rayon 1, ici qui est dessiné, et la droite d'équation y égale x. Alors, donc, on nous demande d'effectuer un passage en coordonnées polaires. Pourquoi ça va être intéressant ici? Eh bien, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure en introduction. Le passage en coordonnées polaires, il est intéressant lorsque le domaine, c'est une portion de disque. Et c'est le cas ici. Voilà, je assure le domaine, comme ça vous le voyez bien. Alors, il nous faut trouver le nouveau domaine. Donc ici, si je prends un point, ce point M ici, d'accord, de coordonnées xy, ces coordonnées rθ, les voici. Donc ça c'est R et ça c'est θ. Eh bien mentalement, vous allez faire parcourir tout le domaine hachuré en rouge par le point M et vous allez visualiser les variations de θ et de R. Quelle est la variation? Quelle est la valeur minimale de θ, la valeur max de θ, la valeur min de R et la valeur max de R, de façon à ce que le point M parcourt tout le domaine D. Eh bien ici, ça ne va pas être compliqué. On va le trouver très facilement. R, le rayon, pour obtenir tous les points de cette portion de disque, R doit varier de 0 jusqu'à la valeur max, c'est 1. D'accord? Le rayon, c'est 1.
donc de 0 jusqu'à 1. Et ensuite, θ, eh bien, il doit varier entre θ min, c'est cette valeur-là, c'est cet angle-là, et θ max, c'est cet angle-là. Donc θ min, c'est pas compliqué, puisqu'on nous dit qu'il s'agit de la droite y égale à x. C'est la première bisectrice. Première bisectrice, c'est la définition, c'est comme ça qu'on trace l'angle pi sur 4. Donc, pi sur 4 pour le min, et pi sur 2 pour le max. Donc c'est très intéressant puisque le domaine delta est alors un domaine rectangle. J'ai transformé un disque, une portion de disque, en rectangle. Donc ça, c'est intéressant. Voilà pourquoi on fait un passage en coordonnées polaires. Alors maintenant, on a le jacobien, on ne va pas le recalculer. On va par contre remplacer ici x et y par leur expression. X c'est r cos θ et y c'est r sinus θ. C'est parti. Ah, j'ai pas laissé de place. Bon, ben, je reviens en arrière, je vais le faire ici. Donc, voilà, donc j'obtiens grand I égale, alors grand I égale, l'intégrale double sur delta, de f, donc c'est x, y, je remplace x par r cos θ, y par r sinus θ, d'accord, et dx dy par r dr dθ. Voilà, donc si vous n'avez pas bien suivi, j'ai remplacé donc ici d par delta, le nouveau domaine. Ensuite, j'ai remplacé x par r cos θ, y par r sinus θ et dx dy par r dr dθ. Et là, je me rends compte que j'ai affaire à nouveau à un cas particulier, à notre fameux cas particulier. J'ai un domaine rectangle et ici, j'ai une fonction à variable séparable. J'ai r au cube multiplié par cos θ sinus θ. Donc, je vais pouvoir écrire qu'il s'agit du produit des deux intégrales, l'une en r et l'autre en θ. Donc, en r, je vais avoir r cube dr. Et en θ, je vais avoir pi sur 4 à pi sur 2 de cos θ fois sinus θ. Et voilà. Alors, ben ça c'est facile, hein, ça fait R4 sur 4 entre 0 et 1, ça fait 1 quart. Donc 1 quart. Et ici, ça dépend un peu de vous. Alors, il y a deux façons de faire. Hein. Soit on fait U' alpha. D'accord? C'est-à-dire que vous avez U', U puissance 1, si vous voulez. D'accord? U, c'est sinus θ. Comme ça, on n'a pas de moins qui traîne. U', c'est cos θ. Donc, U', bah, ça donne U2 sur 2. D'accord? Plus constante ici, parce que je n'ai pas mis le bon. Voilà, d'accord? Donc, ça donne 1 quart fois, tac, tac, hop. Donc, votre U, on a dit, c'est sinus θ. Donc, ça fait sinus θ au carré sur 2, entre pi sur 4 et pi sur 2. Voilà. Alors, l'autre méthode, ça aurait été aussi d'utiliser, donc méthode 2 ici, pour calculer cette primitive, d'utiliser la formule cos de 2θ, non, sinus de 2θ, pardon, égale à 2 cos θ sinus θ. Et ça, on s'est intégré du coup. Attendez, je vous l'écris. Donc, on va mettre ou sinus de 2θ qui est égal à 2 cos θ sinus θ. Voilà, donc du coup, on remplace cos θ sinus θ par sinus de 2θ sur 2. On intègre, ça fait du moins cos de 2θ sur 4. Et après, avec les bornes, on retrouve le même résultat. Voilà, donc là, j'ai plus la place pour finir. Donc 1/8 de sinus carré de, ça fait 1. D'accord? Sinus pi sur 2, ça fait 1. Et sinus pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Le carré, c'est 1/2. Donc ça fait 1 moins 1/2. Attention, oui, c'est ça, c'est bon. J'avais sorti le 2, hein, donc 1 moins 1/2. Donc ça fait 1 sur 16. Voilà, on trouve 1 sur 16. Voilà le résultat. Et bien maintenant, je vous laisse continuer. Je crois qu'il y a un exercice après. Voilà, donc si vous avez le temps, vous regardez l'exercice. Sinon, vous le laissez pour vendredi prochain. Alors, allez, je vous laisse réfléchir, mettre sur pause, puis sur play, pour avoir la solution.
Alors, sur Play, donc, on vous dit qu'il s'agit d'un passage en coordonnées polaires. Et ça, on le comprend aisément parce que non seulement dans la fonction, vous avez du x carré plus y carré, qui va considérablement se simplifier, mais en plus, dans le domaine, si vous dessinez le domaine, vous allez voir qu'ici, vous avez l'équation d'un disque, de centre du disque, de centre 0, de centre O, pardon, et de rayon 1. D'accord? Donc, si on dessine le domaine D, on va obtenir donc, alors y est positive, donc y, la coordonnée est positive, donc on obtient comme domaine, alors, voilà, et donc y est positif. Voilà, ça c'est le domaine. Ça c'est le domaine D, d'accord? Donc vous allez chercher le nouveau domaine delta, vous prenez pour cela un point M, et vous visualisez les variations de R et de θ pour que ce point M parcourt tout le domaine D. Alors, si on visualise, on voit que R doit varier entre 0 et 1 et que θ doit varier entre 0 et pi. Voilà, à nouveau, notre domaine d'intégration qui est un rectangle. Alors vous verrez que assez souvent, quand on fait un changement de variable, on tombe sur le cas particulier. Domaine rectangle et fonction à variable séparable. Voilà, c'est assez souvent le cas quand même, dans les exercices classiques. Donc ici, c'est parti, on remplace D par delta, f de xy par x que l'on remplace par r cos θ, donc ça fait r2 cos carré θ, plus y, c'est R2 sinus carré θ, d'accord? Et on n'oublie surtout pas le jacobien, R, dr, dθ. Donc, je vous rappelle que vous avez remplacé D par delta, vous avez remplacé x carré par r carré cos carré θ, et y carré par r carré sinus carré θ, et après vous avez le jacobien fois dr dθ. Voilà, donc il ne reste plus qu'à simplifier tout ça. Eh bien, r carré cos carré θ plus r carré sinus carré θ, tout ça, ça fait r carré. Racine carrée de r carré, comme r est positif, d'accord? Donc on peut enlever la racine carrée sans problème et ça donne r. Avec le r qui est ici, ça fait r carré. Donc on a l'intégrale sur un domaine rectangle de r carré dr dθ. Donc, cas particulier, ici, on a un domaine rectangle. Et ici, on a une fonction à variable séparable, la fonction r carré fois la fonction constante égale à 1 en θ, si vous voulez. Donc, grand I est égal à l'intégrale de, alors attendez, 0 à 1, secours, 0 à 1 de r carré dr, fois l'intégrale de 0 à pi de 1 fois dθ. Ça donne r cube sur 3 entre 0 et 1, ça fait 1 tiers. θ entre 0 et pi, ça fait pi sur 3. Au total, ça fait pi sur 3. Voilà, donc le résultat obtenu avec ce changement de variable. Voilà, donc je vous donne rendez-vous après vendredi pour une séance quiz interactif et travail en groupe. Vous allez bien vous amuser. Allez, bonne journée et à bientôt. Au revoir.